D'abord, t'es pas mon père. Interjection cinglante que bien souvent des beaux-pères entendent, beau-père en sens conjoint de la mère, de la part de l'adolescent, quelquefois même de l'enfant, dont ils ont la charge en tant que substitut paternel. Ça peut être aussi, d'abord, t'es pas ma mère. Ce qui nous montre que le fait d'être là, présent, sous le même toit, et responsable en tant qu'adulte, ne suffit pas, aux yeux de l'enfant en tout cas, ou de l'adolescent, à nous légitimer en tant que parents. Un deuxième aspect de cette architecture de la parentalité, c'est tout de même, qu'on le veuille ou non, je dirais, la filiation biologique. La quête très actuelle de l'origine, qui est le fait d'enfants adoptés, d'enfants nés sous X, plus récemment d'enfants nés de procréation médicalement assistée avec donneur, souligne que ça fait partie de la parentalité aussi, cette filiation biologique. Mais, c'est vrai, ça a été dit tout à l'heure, et toutes les recherches le montrent, ça ne suffit pas. Alors, devenir parent, quelle légitimité en tant qu'adulte? Je crois que, c'est difficile à définir, mais il me semble que c'est la capacité à ouvrir un espace de liberté pour chacun, garantissant que cet espace de liberté n'empiète pas sur celui des autres. Et à cet égard, les parents doivent être à la fois à l'écoute de chacun de leurs enfants, réceptifs à leurs demandes, réceptifs à leurs besoins, responsables d'apporter des apports nécessaires à leurs besoins physiques et psychiques, mais aussi capables de faire respecter les frontières respectives à l'intérieur du groupe familial. Ce que je propose d'appeler une fonction de police des frontières. Frontières entre les générations, frontières entre chaque membre de la famille. Alors, on pourrait y voir une fonction tierce. Je propose une représentation géométrique simple de la fonction tierce. Il faut un triangle. Il faut qu'il y ait le parent en relation avec son enfant et puis un troisième point qui ne soit pas aligné. De nos jours, on est dans la démocratisation de la famille, marquée par l'évolution de la puissance paternelle à l'autorité parentale, partagée entre les deux parents. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une autre forme de triangle dégénéré, c'est-à-dire cette fois non plus dans un sens vertical, mais dans un sens horizontal. Tout le monde sur la même ligne. Les parents, les enfants, plus de différence de génération, plus d'autorité parentale. Il me semble quand même qu'il faut essayer de ne pas tomber dans les deux extrêmes. On ne peut pas dire à l'enfant « ce que tu dis n'a aucun intérêt », parce que l'enfant, évidemment, soit on le blesse, soit il va chercher à avoir raison. Ça aussi, ça dure toute la vie. Mais on ne peut pas non plus le laisser faire tout ce qu'il veut. Il y a une désymétrie entre le parent et l'enfant. Et je trouve un peu naïf de croire qu'on est tous égaux. On peut tendre vers une certaine égalité, mais on n'est pas tous égaux. Entre adultes, on n'est pas égaux, c'est ce qui fait qu'il y a des conflits. Et entre adultes et enfants, on n'est pas égaux. Un enfant, ce n'est pas une grande personne. On est toujours sur cette crête qui doit s'appuyer sur nos références propres entre la limite, l'autorité, l'interdit, le conseil, la protection et le respect, en effet, de la personne. C'est difficile, où on est habité par des conflits intérieurs. On a à la fois envie, probablement, d'une certaine morale, je parle en tant que parent,
d'un certain respect, on a envie de leur transmettre quelque chose de raisonnable et on a envie de leur faire plaisir. Voilà ce à quoi, en tant que parent, on est confronté. C'est bien difficile de savoir lui dire non, parce que c'est fatigant, parce que ça nous contraint et parce que ça suscite du conflit. Bien sûr qu'il faut transmettre le fait qu'il faut être responsable. Bien sûr qu'il faut transmettre des valeurs. Bien sûr qu'il faut aussi reconnaître l'enfant dans ses intérêts personnels. Mais il faut aussi le savoir lui permettre de se protéger, de faire face à ce qui va être toute son existence, depuis tout bébé jusqu'à sa fin d'adolescence, et puis après ça se poursuivra, car il ne faut pas croire que quand on est parent, à partir d'un certain âge, nos enfants ne sont plus nos enfants, ils restent toujours quelque part nos enfants, permettre qu'ils comprennent qu'il y a des conflits dans la vie, que ces conflits ne sont pas dramatiques, que nous sommes prêts à les entendre et que nous sommes prêts aussi à y faire face avec les moyens dont on dispose. Que si nous-mêmes, nous sommes mal à l'aise avec ce qui est, au fond, des conflits très simples, je crois qu'on peut peut-être être suffisamment imparfait, car il ne s'agit pas d'être parfait, mais on peut être suffisamment imparfait tout en se disant on essaye d'être les meilleurs parents possibles parce que, justement, on a comme finalité l'intérêt de l'enfant dans le fait de pouvoir devenir un être humain qui sait que la vie, elle est conflictuelle et qu'il va falloir faire des choix toute son existence entre ce qu'on désire et ce qui nous est imposé par la réalité ou par les autres. Il y a un peu deux façons d'aimer, hein. Il y a un mode qu'on appelle narcissique. C'est-à-dire on s'aime soi-même en quelque sorte dans sa progéniture idéalisée. Mais on ne l'aime pas en tant que sujet. On n'est pas dans l'altérité. Il n'est pas une personne. Il n'est aimable que dans la mesure où il vient combler quelque chose de nous-mêmes dont nous avons besoin. Et ça se voit très très bien quand il arrête de jouer ce rôle. Le fils si charmant, le jour où il va dire à sa mère qu'il va faire autre chose que ce qu'elle souhaite, il va devenir probablement persécuteur. Et il y aura une relation de persécution mutuelle. Alors, pour qu'il y ait véritablement amour, c'est-à-dire pour que l'autre soit aimé en tant qu'autre, en tant que personne, il faut cette fonction tierce. Donc, il faut ces limites. Il faut cette reconnaissance de l'altérité qui n'est pas simple, parce que ça suppose une distance. Et qui dit distance, qui dit limite, dit frustration et dit conflit, comme l'a très bien souligné Alain Brocconnier. Quand la limite est bien posée, bien sûr que c'est frustré, l'enfant ou l'adolescent, de quelque chose. Mais c'est aussi lui dire implicitement, tu peux grandir psychiquement. Tu peux te comporter autrement. Tu as d'autres moyens de réponse et de gérer les choses que de te laisser aller à ces conduites répétitives. Tu as une créativité à développer. Et ça, c'est une gratification au plan symbolique qui est inestimable.